De commencer nos travaux en bousculant un peu l'ordre du jour et en commençant par le rapport sur la politique de jeunesse que va nous présenter Leslie Clairé. Pourquoi ? Madame Clairé. Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est sur la base d'un diagnostic partagé que nous avons adopté le 21 mars dernier un rapport d'orientation sur la politique de la jeunesse. Dès le 4 avril, nous avons réuni l'ensemble de nos partenaires et les services du département afin d'élaborer des projets d'action nouvelles. 9 groupes de travail ont été constitués, regroupant 45 personnes. Les orientations de mars dernier ont ainsi été déclinées en 14 actions prioritaires proposées aujourd'hui. Cette démarche participative, c'est la feuille de route de notre projet Construisons ensemble. D'ailleurs, comme vous pourrez le constater, la communication est le fil conducteur de nos propositions. Sans de nouveaux modes d'échange, de partage d'informations, notre politique jeunesse serait vouée à l'échec. Nous la voulons efficace et pérenne. J'en viens maintenant à la présentation des actions prioritaires. Tout d'abord, la création d'un nouvel outil de communication, le portail numérique. Il s'agit de créer un dispositif spécifique d'accès à l'information collective ou à l'information individuelle qui soit fiable et actualisé. Les rencontres territoriales seront organisées fin 2012 dans différents sites du département sur la base de notre plan d'action afin que les jeunes contribuent à sa mise en place. Ces rencontres sont actuellement en cours de préparation avec le service communication du département et les acteurs de proximité qui se sont portés volontaires pour cette organisation. L'accompagnement des jeunes vers la réussite de leur parcours et l'amélioration de leur bien-être constitue le deuxième axe de nos priorités. Au titre de l'orientation et de la réussite scolaire, nous souhaitons favoriser la découverte des métiers, dispenser une information à l'orientation, développer des plateformes de prévention du décrochage scolaire en nous appuyant sur 2 expérimentations qui sont menées actuellement à Brionne et à Bernay. Il s'agit de réviser, de modifier, mais pour plus d'efficacité, notre partenariat avec les centres d'information et d'orientation, la Cité des métiers et l'Éducation nationale. Je vous rappelle que les CIO, la Cité des métiers, sont financés sur leur fonctionnement par le département et qu'ils ont entendu ce message et qu'ils ont participé au groupe de travail. La santé est une préoccupation qui a été aussi exprimée par l'ensemble des jeunes interrogés, qu'il s'agisse de leur propre santé ou celle de leur entourage. Pour y répondre, il vous est proposé d'améliorer les informations santé par des réponses individuelles ou collectives, je ne vous le dirai pas à chaque fois, mais il s'agit toujours du portail numérique, de diffuser des messages de prévention au niveau des territoires en nous appuyant sur tous les professionnels de santé, et nous pensons en particulier aux infirmiers scolaires et aux médecins PMI, par exemple, pour évaluer les problématiques. Ce volet sera bien sûr complété, mais je voulais l'inscrire dans les actions nouvelles puisqu'il y a eu un engagement, y compris une demande du côté de l'Éducation nationale. Autre action préconisée pour le bien-être des jeunes, c'est l'aide à la création de terrains multisports destinés à la pratique sportive libre. Notre accompagnement se fera à la demande des jeunes, bien sûr, et des collectivités qui ont un projet d'animation, mais aussi d'accompagnement pour l'utilisation de cet équipement. Il s'agit bien d'une offre de service proposée aux jeunes sur leur territoire avec un accompagnement qui peut être soit municipal ou soit associatif, mais qu'il y ait en tout cas une responsabilisation des utilisateurs de ces terrains. Troisième orientation du département, c'est accompagner les jeunes vers l'autonomie et l'apprentissage de la citoyenneté. L'insertion professionnelle devrait, au travers du Fonds départemental d'aide aux jeunes, exister
de façon beaucoup plus élargie. Il s'agit aujourd'hui d'un fonds financier pour bien souvent des secours d'urgence destinés aux jeunes. Mais l'action qui vous est proposée aujourd'hui consiste à mutualiser les moyens humains et techniques du département, donc de nos services, et ceux des missions locales dont le public accueilli est celui des 16-25 ans en grande difficulté. Quand je parle de mutualiser les moyens, il s'agit aussi, et peut-être en premier lieu, de mutualiser les informations, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. À l'aide financière ponctuelle que représente le VDAJ aujourd'hui, nous voulons ajouter une prise en charge des jeunes dans leur parcours professionnel, c'est-à-dire que ce fonds d'aide aux jeunes serait à la fois un outil d'insertion sociale, mais aussi d'insertion professionnelle. L'accès au logement a été évoqué aussi comme un frein à l'insertion et à la formation des jeunes Eurois. Quand je dis exprimé, c'est exprimé par eux-mêmes, mais aussi exprimé par l'ensemble des partenaires pédagogiques et les formateurs. Pour cela, deux outils de développement vous sont proposés. La création d'un kit logement qui sera intégré, je crois, au niveau du dispositif FSH du département. Et là aussi, il s'agit surtout de permettre aux jeunes d'identifier un dispositif de droit commun qui leur est utile au travers d'informations ciblées. D'autre part, nous mettrons en place une bourse au logement équilibrant l'offre et la demande. Il s'agit de mutualiser là aussi des moyens existants et d'en informer les jeunes grâce au portail numérique sous la forme d'une plateforme informative. Cela renforcera l'attractivité de notre département en termes d'apprentissage et de formation. Cette demande a été faite par l'ensemble aussi des formateurs, des chambres consulaires, des responsables de l'IUT, de l'Éducation nationale, qui constataient qu'il y avait des places dans les établissements, mais que, faute de logement ou d'hébergement, les jeunes ne venaient pas dans le département de l'Eure. Et il s'agit là aussi d'une mise en raison, encore une fois, d'offres et de demandes en direction des jeunes. Autre action, c'est la création d'une instance d'expression qui soit dédiée aux jeunes. Et ces modalités, je n'irai pas très loin, puisqu'elles en seront définies au cours des rencontres territoriales du mois d'octobre avec les jeunes. Le président l'a annoncé ce matin. La pérennité de cette action dépend de nouveaux outils qui seront utilisés et nous ne savons pas encore s'il s'agit d'outils virtuels ou d'outils réels qui seront construits avec les jeunes. Mais cette action sera mise en place dès l'année prochaine sur des modalités, encore une fois, définies au cours des rencontres d'octobre. La mise en place du service civique correspond, elle aussi, à une volonté d'engagement citoyen des jeunes. La responsabilité de ce dispositif sera partagée entre les partenaires associatifs qui ont déjà démontré leur savoir-faire et qui ont aussi le personnel pour former ceux qui accompagnent ces jeunes en service civique. Donc les associations et notre collectivité qui a la capacité de faire découvrir de nombreux métiers. J'ajoute un point d'information, c'est qu'il y a sur le service civique un quota régional chaque année, différent chaque année, que les associations utilisent en grande partie ce dispositif. Ils ont encore une fois le savoir-faire et les professionnels pour accompagner les jeunes, et que nous viendrons dans un premier temps en complément des associations pour que le quota régional, le quota départemental qui nous est attribué soit atteint. J'en viens maintenant aux actions qui concernent la promotion et le soutien des projets des jeunes. Nous souhaitons valoriser leur créativité en les aidant à mettre en place des projets thématiques dans le domaine artistique, environnemental ou en lien avec la solidarité. Ce soutien serait individualisé, mené avec différents partenaires jusqu'à la recherche de cofinancement et à la concrétisation du projet. Donc il s'agit d'aider les jeunes à valider la viabilité de leur projet avec différents partenaires associatifs et institutionnels et de bien les aider à chercher du cofinancement et aller jusqu'au bout, et non pas seulement à leur dire que leur projet est intéressant. Dans le même esprit, nous nous engageons à valoriser des jeunes groupes musicaux eurois. Beaucoup existent. Comme on dit, nous les avons rencontrés, les uns et les autres, sur nos territoires. Il s'agit aujourd'hui de favoriser leur diffusion dans des lieux existants, d'une part, et de travailler à leur mise en réseau ainsi qu'à leur intégration dans les différents projets d'animation de notre territoire. Ces jeunes qui ont à la fois un besoin de lieux pour
pour travailler en groupe, mais ils ont aussi la capacité de venir animer nos territoires si nous le souhaitons. C'est ce qu'on appelle depuis quelques années l'intergénérationnel. Si lors d'une manifestation dans une commune, on veut faire venir un groupe de jeunes musiciens eurois, je crois qu'on réussit quelque chose d'important en termes de valorisation. Et à ce sujet, je voulais vous dire que le réseau informel des festivals de l'Eure, qui a été créé en 2007, est piloté par un de nos techniciens. Pour l'action suivante qui concerne le domaine de la création, puisque nous avons mis création artistique, mais c'est plutôt création, je vous demande de corriger rapidement dans le tableau. Nous voulons lancer un appel à projets dans des domaines qui favorisent l'insertion professionnelle et qui sont peu connus de la population. Il s'agit de reconnaître, vous avez quelques exemples au chapitre 13, il s'agit de reconnaître et de valoriser des compétences individuelles qui, à terme, s'inscriront dans le développement économique eurois parce qu'elles sont des compétences professionnelles. C'est un enjeu difficile, je crois que c'est un engagement important en direction des jeunes. Enfin, les projets soutenus par le Conseil général dans les collèges. Alors j'ai vu qu'à un endroit, c'était les projets des collégiens. Sur les annexes au projet des collèges, c'est la même chose. Le collège est, me semble-t-il, au service des collégiens. Ces projets méritent d'être réactualisés. Je prends beaucoup de prudence à énoncer ce terme parce que j'ai eu dans les 2 conseils d'administration que je viens de vivre des interprétations complètement surréalistes et mensongères à l'égard du Conseil général. Donc il s'agit bien de réactualiser notre aide dans le cadre des projets. Nous souhaitons que les ressources locales qui existent en termes d'équipements culturels, d'équipements sportifs, soient intégrées à la réflexion des équipes pédagogiques, comme nous l'avons fait pour les classes de découverte. Et cela a d'ailleurs été entendu, accepté. Il y a un potentiel dans notre département culturel et sportif en particulier, et patrimonial. Et donc, nous demandons et nous souhaitons que les projets des collèges soient soutenus par cette offre. L'offre existante en matière associative sera elle aussi valorisée pour l'élaboration des projets. Et cette offre devra être entendue par les enseignants et les collégiens eux-mêmes. Elle pourra même, dans certains cas, être une condition préalable de validation. Je voudrais donc, pour terminer, vous rappeler que le plan d'action qui vous est proposé aujourd'hui, même s'il paraît un peu complexe, reflète un travail de 8 mois par les services du département, avec l'ensemble de nos partenaires associatifs et institutionnels. Je n'aurais peut-être pas pu présenter ce plan si les partenaires qui avaient fait un constat au mois d'octobre avec nous ne s'étaient pas approprié notre démarche dès le 4 avril. Mais je voudrais, en toute sincérité, remercier l'ensemble des techniciens de la direction jeunesse et sport, de la culture et de la communication qui, à moyens constants, ont participé à ce long travail de construction et qui se sont déjà engagés dans l'application de ce plan parce qu'ils souhaitent également, en tout cas ils l'ont compris et ils m'accompagnent dans cette démarche, que cette politique jeunesse ne soit pas un coup politique ponctuel et voué à de nombreuses interrogations, mais un plan, peut-être un jour, un schéma pluriannuel de politique de la jeunesse. Donc merci à eux, merci également, et ça je n'y suis pour rien, du respect qu'ils ont à l'égard des différents partenaires. Et je veux dire qu'à chaque fois que j'ai rencontré les institutionnels ou les associatifs, j'ai su que le Conseil général de l'Eure et les directions que je venais de citer étaient des partenaires reconnus et respectés. Et lorsque nos services sont respectés, eh bien, il arrive que l'élu qui les accompagne le soit aussi. Donc je voulais rappeler que c'est un travail difficile. La concertation ne se met pas en place de façon évidente. C'était un sujet difficile parce que moi je m'attendais dès le mois d'octobre à ce qu'on arrive à des revendications d'un certain nombre de partenaires. Et nous avons rencontré des gens qui, je crois comme nous, et dans le dernier volet de ce rapport, souhaitent changer leur regard sur la jeunesse, et je voulais les remercier aussi. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Madame Clairet. Monsieur Lehongre.
Merci, Monsieur le Président. Donc, mon intervention aura surtout, ce sera une intervention sur la forme et pas sur le fond. Autant sur le fond, les actions présentées et les axes qui sont aujourd'hui mis en place nous conviennent parfaitement. Autant sur la forme, aujourd'hui, je regrette qu'en commission, nous n'ayons eu connaissance que de 8 fiches sur 14. Aujourd'hui, sur table, nous retrouvons les fiches complémentaires sans qu'on ait pu en débattre lors de la 4e commission. Une remarque également sur l'action sport libre, où on nous a donné certaines informations, où on nous parlait d'un subventionnement à 40%, et aujourd'hui, on découvre aujourd'hui dans le rapport que ce sera un financement entre 35 à 45% en fonction du potentiel fiscal de la collectivité. Donc, et aujourd'hui, on avait demandé éventuellement d'avoir des enveloppes qui, aujourd'hui, je dirais, feraient le cadrage par rapport aux fiches actions. Et donc, par rapport à la forme et pas sur le fond de ces actions, je m'abstiendrai. Oui, sur les taux de financement, ça fait partie des classiques, ça. Il y a belle lurette que pour ce type d'équipement, on est sur du 35 à 45 en fonction du potentiel fiscal ou du potentiel financier. Bon, je passe la parole à Monsieur Prévost. Oui, simplement, sans vouloir rajouter sur ce rapport qui est très important pour notre département, et c'est tout à l'honneur du Conseil général d'avoir travaillé depuis plusieurs mois à réaliser ce plan de travail envers la jeunesse, et c'est un domaine qui n'est pas facile par excellence, qui n'est pas non plus toujours dans notre champ de compétences, mais en même temps, nous avons des responsabilités, et je pense que ce plan va dans le sens d'assumer ses responsabilités. Alors, je pense qu'il faudra certainement tenir compte à un moment donné aussi de l'évolution promise des rythmes scolaires, puisqu'on nous parle de réformes dans ce domaine. Je pense que là aussi, il y aura des ajustements à apporter suivant la nature et les moyens qui seront déterminés par ces nouveaux rythmes ou ces réformes. Donc je pense que ça, nous en saurons bien sûr tenir les conséquences. Il y a un aspect dans ce document qui n'est pas cité là, mais je sais que ça fait partie du champ de compétences du Conseil général dans le domaine social notamment, c'est celui de l'aide à la parentalité. Et c'est vrai qu'il est difficile d'avoir un plan jeunesse sans parler de la place de la famille et des parents en termes de responsabilité parentale. Alors je sais que dans nos services sociaux, que dans les services du Conseil général, on travaille sur ces questions-là en liaison avec la CAF et d'autres organismes, notamment les collectivités territoriales, mais je pense que c'est un élément important de l'aide à l'éducation, de faire en sorte qu'effectivement on aide la parentalité à exercer sa pleine responsabilité. Je l'avais déjà dit, je crois, lorsque nous avions déjà examiné cette question. Je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être mieux le symboliser dans l'ensemble de notre processus envers la jeunesse. J'ai Monsieur Legendre qui veut intervenir. Sur l'aide à la parentalité, Lionel, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans le champ, parce que le champ de cette politique de jeunesse, c'est bien une politique de jeunesse, j'ai envie de dire, dans l'accompagnement de son autonomie, essentiellement. Après, l'aide à la parentalité, ça fait partie des choses qui concernent le département, qui relèvent effectivement beaucoup plus fortement de la commission des affaires sociales, mais il est normal, me semble-t-il, que le rapport sur la jeunesse mette le focus davantage sur cette jeunesse, je dis, dans l'accompagnement de son autonomie. Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, deux mots rapides. Alors, je serai prudent sur les fiches, parce que moi, je n'avais pas vu qu'on avait des fiches complémentaires sur table. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage de les travailler de cette façon-là. Mais la question qui me paraissait importante, nous avons généralement dans les intercos aussi une politique de la jeunesse. Et je me demandais, puisque là, on est à l'avant-dernière étape, il y a encore une étape jusqu'en octobre, est-ce que l'on pourrait avoir peut-être l'occasion de peut-être mieux coordonner ce que l'on fait? Moi, je sais que dans ma communauté, on est en train de redéfinir notre politique dans ce domaine-là. Et au contraire, hein, si on peut coordonner, fédérer les efforts, ça serait
une bonne chose. Alors, je regardais quels étaient s'il y avait des points sur lesquels il y avait des rencontres. Je ne pense pas être la seule intercommunalité où il y a ce genre de préoccupation. Non? Monsieur Courel. Oui, tout d'abord, même si ce rapport est fait après le repas avec une assemblée un peu clairsemée et beaucoup de pouvoir, je pense que ce que vient de vous exposer Leslie Clairet fait partie non seulement des ambitions politiques du département de l'Eure qui ont suivi le renouvellement de 2011, mais aussi parce que aujourd'hui, et quel que soit notre bord politique ou nos responsabilités locales, n'hésitons pas à dire, hélas, qu'on constate franchement que s'il y a une génération qui est quand même un peu, beaucoup, moyennement sacrifiée, c'est bien la jeunesse d'aujourd'hui. Quelle perspective allons-nous lui offrir demain, après-demain? Vous avez tous dans vos permanences, dans vos communes, mes chers collègues, des jeunes, quelle que soit leur issue familiale, socioculturelle, qui sont à la recherche soit d'un complément d'études, soit d'un travail, quel que soit encore le diplôme qu'ils ont dans la poche. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est en difficulté. La société d'aujourd'hui, et ce n'est pas uniquement parce que l'ancien ministre de l'Éducation nationale lui a consacré un ouvrage que je trouve remarquable, oui, M. Ferry, qui a démontré qu'effectivement, s'il y a un problème majeur dans notre société d'aujourd'hui dont on devait se préoccuper, c'est celui de notre jeunesse. Alors, la particularité du département de l'Eure, ça a été rappelé par Leslie Clairet, c'est vrai, le pourcentage de moins de 25 ans, j'ai fait les comptes, sur 575 000 habitants, 180 000 jeunes sont concernés. OK? Donc, tous les aspects qui ont été déclinés dans ce rapport, je ne vais pas le refaire, qui ont fait l'objet de beaucoup d'études, de beaucoup de réunions, de beaucoup d'écoutes, eh bien, je pense que c'est un premier document d'orientation qui, oui, après celui du mois de mars, qui sera bien sûr enrichi et précisé avec, dans les mois qui viennent, dans nos futures délibérations, et notamment dans l'inscription budgétaire spécifique du BP de 2013. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, d'autres sujets dépassent le périmètre du département. Je pense au problème de la santé. C'est vrai que nous allons engager un dialogue avec l'ARS pour regarder comment essayer de répondre le mieux possible, ce ne sera jamais parfait, aux préoccupations de la jeunesse dans le domaine de la santé, soit sur les addictions, sur autre chose, sur l'isolement, sur plein de choses. Hein. Je vois le docteur Verdavoine qui acquiesce parce qu'il connaît aussi le sujet. Dans le domaine de la formation, nous aurons un dialogue bien sûr, à établir avec la région. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça va être un peu plus facile, puisque je pense que nous partageons les mêmes ambitions politiques avec les services de l'État. Évidemment. Avec les ministères du sport, avec le ministère de l'Éducation, avec plusieurs ministères, je crois qu'il va falloir regarder comment, tous ensemble, on pourrait compléter, additionner, empiler nos actions pour essayer de répondre aux besoins exprimés par notre jeunesse. Sur la question précise de Pascal Lehong, c'est vrai qu'en commission, mais ça, bon, ça peut arriver, hein, nous n'avions pas toutes les fiches. Donc certaines, alors je ne veux pas dire qu'il y avait un problème d'encre ou de panne d'électricité ou de papier. Non, c'est tout simplement parce qu'il y a eu quelques fiches qui étaient encore en cours d'élaboration et l'essentiel aujourd'hui, c'est que vous les ayez sur table. D'accord ? Maintenant, sur les engagements financiers, il est évident que ce deuxième rapport qui précise celui du mois de mars sera complètement
inscrits dans le budget primitif de 2013. Mais sur certaines actions, et notamment sur le multisport, par rapport à ta question, effectivement, moi j'avais dit aux alentours de 40. On te sort entre 35 et 45, cherchez l'erreur. Entre 35 et 45, moi je vois 40. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que on a, plutôt que d'avoir une dotation forfaitaire qui est 98% de nos régimes d'aide, on a préféré vous proposer tout simplement l'histoire du potentiel fiscal exactement de la même façon qu'on complète les dotations d'État dans les constructions scolaires. C'est-à-dire pour aider celui qui en a un peu plus besoin, une commune pauvre, etc., elle aura un peu plus d'aide du département pour également installer son terrain multisport. Je crois que c'est le financier. Financier, qui est plus juste. Parce qu'il y a les communes pauvres qui reçoivent beaucoup de dotations, on est d'accord. D'accord. Je vois bien le président de la communauté de communes du Neubourg qui a fait sa réunion spéciale sur les nouveaux textes, etc., qui a réuni ses maires sur les nouvelles taxes d'aménagement, etc., l'assainissement et le sujet. Le sujet, oui. Il est... Bien. Comment ? Oui. Donc, à ce sujet-là, c'est vrai que ce qu'il faut dire, nous en avons pris l'engagement. J'en ai parlé avec le président Leslie Clairet, le directeur des services. En ce qui concerne, par exemple, le multisport, tous les collègues qui ont des demandes à faire, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à les déposer dans les services, simplement avec la formule de protection juridique que vous connaissez, demande l'autorisation de commencer les travaux avant l'arrêté attributif de la subvention, de manière à ce que s'il y a des dossiers qui sont prêts à être financés, eh bien, ils puissent commencer les travaux avant la fin de l'année civile et donc avant le vote de notre budget primitif, tout simplement. Merci, Monsieur Courel. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Moi, le DG vient de me souffler financier. Madame Clairet. On appliquera la même règle que l'aide. Madame Clairet, vous qui connaissez le rapport par cœur. Oui, mais bon. Évidemment, c'était sur le potentiel fiscal. Là, je vous rappelle quand même que cette proposition de création de terrains multisports, c'est un dispositif qui existe déjà. J'aime bien quand on pose la question, après les gens n'écoutent pas la réponse. Bon, enfin bon. Non, mais le dispositif est le même que celui qui existait. S'il est dans ce rapport, c'est parce que nous considérons, d'abord parce qu'il correspond à une demande des jeunes, c'est pas nous, quoique, c'est pas nous élus qui avons décidé que c'était quelque chose d'important. J'ai insisté à ce qu'il soit inscrit que ça devait être intégré à une politique, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, communale ou associative, et que ça ne soit pas un terrain laissé à l'abandon dont l'argent public, que ce soit celui du département ou du Conseil général, disparaîtra. Ce dispositif existait. Le message qui est adressé là, il est adressé aux collectivités et aux intercos, comme le disait Jean-Paul, qui mènent une politique de la jeunesse ou qui veulent la développer. Et c'est un message adressé à la jeunesse. On vous donne des outils, mais on vous donne des outils avec l'accord de la commune dans laquelle vous résidez. Alors, financier ou fiscal, reprenez vos fiches du début des terrains multisports et vous allez vous mettre d'accord. Selon moi, c'est le potentiel fiscal, puisque le dispositif n'a pas changé. Voilà. Et si vraiment c'est un problème... Non, voilà. c'est ça. Comme quoi les élus, des fois... voilà. Non, mais je te répondrai tout à l'heure. Bien, Monsieur Recourt. Je n'ai plus de demande d'intervention. Je mets le rapport... Ah, Madame Clairet, pardon. Monsieur Courel répond très très bien.
Non, mais comme vous veniez d'avoir la parole, j'ai pensé que vous aviez répondu. Ah, je m'excuse. Je vous prie d'accepter mes excuses. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici. Je voudrais répondre à Lionel Prévost que, bien évidemment, nous attendons avec impatience les propositions qui émaneront, bien évidemment, du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère de la Réussite éducative, puisque l'ensemble des dispositifs que nous mettons en place soit concernent directement la réussite éducative ou au moins la favorisent. Donc la création de ce ministère, c'est un signe important, mais nous avons construit nos orientations et le plan d'action, heureusement, enfin malheureusement peut-être, avant les résultats des élections. Donc on intégrera, mais je pense que les actions qui sont aujourd'hui ne pourront être qu'abondées par les mesures gouvernementales. Sur le soutien à la parentalité, Gérard et Jannick ont répondu. En ce qui concerne Pascal Lehongre, j'ai bien entendu ce qu'il a dit concernant la forme et le fond. Il est vrai que je me suis étonnée aussi, donc je n'ai absolument rien à cacher puisque j'ai l'habitude d'être honnête, même si quelquefois ça coûte un petit peu plus cher. Ce que nous avons dit en commission, effectivement, c'est que les fiches actions, le complément des fiches actions serait présent ce matin en séance, avec un montant global de certaines opérations. Et si nous sommes mis d'accord là-dessus les uns et les autres la semaine dernière, c'est parce qu'au cours d'un certain nombre de réunions, nous avions demandé à ce que ça soit fait, en vous disant, et vous l'avez entendu je crois la semaine dernière, qu'il ne s'agissait pas de donner le montant du financement du Conseil général, mais d'évaluer l'opération et d'avoir quelques pistes de cofinancement. Donc ce qu'a dit Pascal Lehongre est tout à fait juste. Ces informations, nous ne les avons pas eues, et j'en suis d'autant plus navrée que nos collègues de l'opposition nous ont fait confiance. On leur a dit, vous aurez les fiches, vous aurez les montants. Ils ont dit, on vote à l'unanimité. Et aujourd'hui, Pascal Lehongre, je le regrette, et je le regrette aussi pour lui, décide de s'abstenir. C'est on va dire, un accident technique qui, politiquement, me chagrine. Et pour terminer, je voulais répondre à Jean-Paul Legendre. Il y a assez peu d'intercommunalités qui ont, je dirais, en compétences propres, les compétences de la politique jeunesse. Je souscris tout à fait à sa proposition, en sachant que l'utilité de notre plan d'action, c'est qu'il soit bien évidemment utilisé au terme des intercos, que ce soit un support de travail et de construction. Donc, mes chers collègues, je respecterai votre choix de vote, parce que c'est ainsi que va la vie politique. Mais pensez bien que derrière ces propositions, derrière les personnes qui sont intervenues, il y a 32% de la population orroise qui a moins de 25 ans. Et moi, à titre personnel, peut-être, est-ce mon côté féminin qui me joue encore un tour, je trouve important d'adopter un programme départemental en direction de la jeunesse. Voilà. Merci. Et avec son soutien. Merci, Madame Clairet. Cela dit, chacun est libre de son vote. Je mets le rapport aux voix. Ouais. Qui s'oppose à ce rapport? Qui s'abstient? Merci. Nous revenons à la commission 2. Oui. Il fait très lourd ici aussi, mais je suis en train de me poser la question de savoir s'il y a la clim dans la salle et je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Ah mon Dieu. D'accord. Et Monsieur Forcuy, est-ce que c'est à fond? Bien, donc nous allons supporter. Alors, commission numéro 2, compte administratif Déclic, c'est en principe Madame Auger, je suppose que c'est Madame Léger. Et oui, vous allez m'entendre pendant 5 délibérations, puisque mes collègues ne sont pas présents aujourd'hui. Donc la première concerne le compte administratif du CLIC.
Je ne reviens pas sur ce qui est un clic et l'émission. Je pense que maintenant, à force d'en entendre parler, vous avez tous compris l'intérêt de ce dispositif et de cette structure. Simplement, peut-être de vous informer, si vous ne l'êtes pas encore, que nous lançons une évaluation interne des clics pour rendre leur fonctionnement encore plus efficient dans les mois à venir. Concernant les comptes administratifs, il y en a donc 4, puisque 4 clics, avec le clic d'Évreux qui présente donc un déficit du résultat d'investissement de 377,67 €, ce qui permettra de nous en remettre assez largement, me semble-t-il. Le clic de Louviers a, lui, un résultat d'investissement de 5 426 €. Celui de Vernon a un résultat d'investissement de 381,18 €. Et celui de Pont-de-Mer est exactement équilibré. Et donc, je vous propose de reporter les résultats d'investissement sur l'exercice 2012 au compte 001 pour les 4 clics. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter sur cette délibération-là. Il n'y a d'ailleurs pas de demande supplémentaire. Oui, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Toujours Madame Léger pour le budget supplémentaire 2012 des clics d'Évreux, Louviers, Vernon et Pont-de-Mer. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres parce que globalement, ils sont les mêmes. Il s'agit simplement, puisque c'est un budget annexe, de prendre en compte sur l'exercice 2012 les résultats que nous venons de constater en 2011. Nous y avons ajouté quelques réajustements demandés par les services face à des petites actions. Donc, je vous renvoie sur les tableaux parce que je pense que ça serait un peu fastidieux que je vous lise ligne par ligne tous les budgets annexes des clics. Mais vous verrez que globalement, nous sommes sur le report réajusté à quelques dizaines ou centaines d'euros pour certains, et notamment pour le clic de Pont-de-Mer, où nous avons rajouté une somme, alors que je vous rappelle que la balance était équilibrée. Voilà. Merci. Pas de demande d'intervention. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours Madame Léger pour le compte administratif 2011 du budget annexe du foyer départemental de l'enfance. Donc, là aussi, nous sommes sur un budget à part, hein, sur le foyer départemental de l'enfance. Je ne vous lirai pas le descriptif, vous l'avez sous les yeux, mais de rappeler quand même que nous avons 4 sites d'accueil pour une capacité théorique de 131 places, que c'est un établissement, le foyer de l'enfance, qui est ouvert 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, et que l'essentiel de l'amélioration du fonctionnement constaté maintenant depuis 2 ans porte sur les missions premières du foyer de l'enfance, à savoir l'orientation des enfants, puisque le foyer de l'enfance n'est pas un lieu considéré pour accueillir de façon durable, mais bien pour permettre un diagnostic et une orientation des enfants vers les structures les plus adaptées. Et donc, vous trouvez le détail des admissions ainsi que le détail des orientations, et vous verrez qu'il y a des répartitions entre établissements, familles d'accueil, adoption, retour dans le milieu familial. Et pour faire rire tout le monde, 12 sont partis en fugue. Voilà, donc non, on ne les a pas perdus, je vous rassure. Ça a été une des questions de la commission technique, et je vous jure, on a retrouvé les enfants entre deux. C'était juste pour faire sourire ou réveiller les endormis. Nous avons une durée moyenne de séjour malgré tout de 187 jours, ce qui reste un élément encore à améliorer, même si la complexité de la situation des enfants ou de leur état rend parfois difficile justement cette orientation, et que le temps du diagnostic peut être un peu plus long que prévu. Donc sur le compte administratif, nous avons des dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à un total de 5 766 811,91 €. Les recettes sont en fait constituées par le produit de la dotation globale versée par le département
et les recettes des départements extérieurs, puisque nous accueillons quelquefois des enfants de l'extérieur, et dans ce cas-là, c'est le département extérieur qui paye, sachant que nous avions mis en place une politique de non-placement, si possible, à l'extérieur de notre département, pour ne pas avoir de frais à payer aux autres départements, qui, pour certains, dans la proximité, étaient beaucoup plus chers que nous en plus. Donc nous avons un résultat de section de fonctionnement qui s'élève à 143 566,80 €. Et si nous tenons compte du résultat antérieur reporté, nous avons une section de fonctionnement qui est excédentaire donc de 325 601,57 €. Sur la section d'investissement, nous avons une dépense qui s'élève à 139 171,73 €. Ces dépenses ont été constituées par des achats de mobilier et de matériel, ainsi que l'installation de volets roulants. Je rappelle que nous étions sur une remise aux normes, et non seulement esthétiques, mais aussi d'accueil et de confort pour les enfants, ainsi qu'un certain nombre de travaux d'aménagement dont vous trouvez le descriptif dans la délibération, notamment autour de la partie ado-maman, et ainsi que chez les bébés qui en avaient bien besoin. Et donc, les recettes d'investissement sont de 156 507, ce qui fait que nous avons un résultat de section d'investissement donc, qui est excédentaire de 152 137,08 €. Voilà ce que je peux vous dire sur ce compte administratif qui présente donc un certain nombre d'excédents. Merci, Madame Clairet. Non, Léger, s'il vous plaît. Excusez-moi, je pensais. Madame Léger, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous redonne la parole pour le budget supplémentaire du foyer départemental de l'enfance, Madame Léger. Tout à fait. Donc là, comme pour les clics, nous allons affecter les résultats du compte administratif 2011. Nous allons inscrire les dotations d'amortissement à leur valeur réelle, les inscriptions de stock, l'intégration des conséquences budgétaires liées à une année complète du fonctionnement de la nouvelle maison de ville, puisque l'année dernière, nous étions sur quelques mois, ainsi que la régularisation au titre des personnels. Et donc, en recette, nous avons le report du solde que nous venons de voter de 152 137,08 € et une inscription à la valeur réelle de l'annuité pour les dotations aux amortissements de l'exercice 2012 qui s'élève à un montant de 144 629,10 €. Je vous propose d'inscrire donc un volume total de 127 230,72 € en dépenses pour un ensemble de travaux dont je fais l'économie de la lecture parce que je pense que vous l'avez sous les yeux. Et sur la section d'exploitation, nous avons donc une augmentation des recettes d'exploitation qui se justifie par le solde excédentaire de la section de fonctionnement que nous avons vu à la délibération proposée précédemment, l'ajustement du stock d'achat de fournitures et d'alimentation pour un montant total de 1130. Et nous avons une diminution de recettes puisque nous n'avons plus de versement de la compensation DGE au foyer de l'enfance. En dépenses, sur une analyse rapide, nous avons une augmentation du groupe 1 qui est donc liée à l'exploitation courante, et notamment le coût des énergies qui, ayant largement augmenté, a produit cette augmentation. C'est l'ajustement le plus sensible que nous ayons sur ce budget-là. Sur le budget afférent au personnel, nous avons donc la répercussion en année pleine des 4 postes liés à l'ouverture de la maison de ville, ainsi que un nombre anormal de congés maternité qui nous amène, au regard de la mission demandée, à avoir évidemment des remplacements, ce qui a quand même un coût, plus 2 accidents de travail qui se sont prolongés et qui, là aussi, ont amené à des remplacements qui ont eu un coût. Et donc, nous sommes sur une augmentation supplémentaire de 224 530 €. Sur le groupe 3, qui sont donc les dépenses afférentes à la structure, et notamment autour de notre politique d'entretien soutenu,
nous avons abondé le compte pour la somme de 10 000 € d'une part et de 5 000 de l'autre, et nous avons inscrit les dotations d'amortissement à leur valeur réelle. L'ajustement pour le groupe 3, donc, lui, est de 32 071,57 €. Et bien, malgré l'ensemble de ces charges supplémentaires, nous pouvons financer totalement par l'excédent de la section d'exploitation. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Et donc, la dotation globale à charge du département reste inchangée, la dotation mensuelle reste inchangée, et le prix de journée à facturer au département extérieur ne bougera pas et sera maintenu à 153,76 € par jour. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Et je vous rends la parole pour l'adoption du règlement départemental de l'aide sociale. Oui, pour ceux qui seraient susceptibles de commencer à fermer les yeux parce que la digestion est difficile, je vous demande un tout petit moment d'attention parce que, mine de rien, nous allons voter quelque chose qui est un peu unique en France et qui a nécessité de longs mois de travail et qui en nécessitera encore parce que nous allons vers un vrai bouleversement du travail fait autour des aides sociales et de l'attribution et de la perception que nous pouvons avoir des aides sociales, non pas comme effectivement un guichet de distribution, mais sans doute comme le fait que nous puissions considérer la personne qui vient dans sa globalité, avec l'ensemble de ses problématiques, et que nous ayons à la main un outil qui nous permette de lui répondre de façon plus globale et non pas sur une problématique ou deux sans regarder la totalité. Donc nous rentrons dans la pensée complexe et ça fait parfois plaisir d'y rentrer quand il s'agit d'être au service de ses concitoyens. Pour ce faire, il fallait bien attaquer le dossier par un bout et nous avons commencé par le FSH. Et ce que je vous propose donc cet après-midi, c'est de retravailler donc le règlement départemental d'aide sociale. Pour ceux qui seraient intéressés à l'apprendre par cœur, il sera très prochainement en ligne. Et sinon, j'en ai quelques exemplaires en version papier. C'est passionnant pour ceux que ça passionne. Pour les autres, ça peut endormir le soir, je pense. Voilà. Mais c'est un acte réglementaire et qui sert de base juridique aux décisions individuelles. Non, mais je connais l'appétence d'un certain nombre de mes collègues pour ces sujets. Donc voilà, je préfère le tourner en dérision. C'est plus drôle. Et il constitue surtout le document de référence pour les conditions d'attribution de prestations sociales. C'est donc aussi l'outil pour nos travailleurs sociaux et c'est extrêmement important. Merci. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier vote sur ce règlement a vraiment été fait dans la démarche de construisons ensemble, puisque nous avons essayé dès le départ d'y associer les différents acteurs de terrain, et notamment concernant le FSH, les bailleurs sociaux et les différentes personnes qui travaillent autour du logement. Nous avons ainsi recueilli un certain nombre d'observations, et notamment quand nous avions écrit le plan logement pour les personnes les plus défavorisées, et ainsi que nous avions fait un audit sur la chaîne de traitement du dispositif qui avait amené un certain nombre de remarques et que nous avons souhaité prendre en compte dans ce règlement. Donc, les échanges qui ont porté étaient sur la définition des conditions de ressources comme critères d'éligibilité communs à l'ensemble des aides financières. Et c'est là la première marche de cette transformation, puisque jusqu'ici, en fonction des aides demandées, vous n'étiez pas forcément sur les mêmes plafonds de ressources, ce qui rendait parfois les choses un peu complexes, et pour les citoyens, et même pour les travailleurs sociaux. Et donc là, sur les principales évolutions du règlement intérieur spécifique au FSH. Nous visons un double objectif, d'accroître la contribution financière de nos partenaires et de formaliser cette contribution dans des conventions partenariales.
Sur les conditions de ressources, pour essayer de ne pas être trop longue, nous avions jusqu'ici la notion de quotient social, qui est l'ensemble des ressources, et avec un certain nombre de corrections sur les dépenses légitimes d'une famille. Et nous étions donc sur un jeu de coefficients qui apporte à des unités de consommation. Je ne rentrerai pas dans le détail. Simplement, nous avons retenu pour l'ouverture du droit, en fait, la somme de la CMU complémentaire, ce qui fait une augmentation du plafond. Et d'autre part, ce plafond est aussi celui qui est retenu par les fournisseurs d'énergie comme critère d'éligibilité au tarif première nécessité et au tarif social solidarité, ce qui nous permet d'ajuster nos plafonds, en fait, avec un certain nombre déjà de nos partenaires. Ça, c'est le premier point. Et donc, le quotient social sera revalorisé chaque année au 1er janvier sur la base du plafond d'ouverture des droits à la CMU. Et nous avons retenu pour les personnes isolées d'intégrer, nous souhaitions avoir des ressources en fait, qui permettaient d'intégrer les bénéficiaires de la AAH dans les dispositifs d'aide individuelle. Et donc, pour les personnes isolées, nous passons sur ce plafond de la ressource allocation adulte handicapé de 760 €, ce qui, elle, permettra de suivre l'évolution de cette prestation. Je signale aussi que le fait pour les isolés de passer à ce plafond-là répond à la demande des bailleurs sociaux, puisque jusqu'ici, nous étions sur un plafond de RSA plus 10%, ce qui permettait quand même très peu d'attribution à des personnes seules. Sur le FSH proprement dit, nous sommes donc sur les publics au-delà de la loi Besson, sur une attention particulière portée aux jeunes âgés de moins de 26 ans, mais je n'y reviens pas puisque ça a été évoqué dans la politique jeunesse. Femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, ça c'est l'article 68 de la loi Moll, et c'est une obligation pour le département. Les publics sous main de justice, les gens du voyage en voie de sédentarisation et une vraie nouveauté, les copropriétaires logés dans des immeubles dégradés situés en zone urbaine sensible, en zone en rue ou en zone d'opération programmée et faisant l'objet d'un plan de sauvegarde. Globalement, dans le département, ça représente 3 copropriétés, une à Val-de-Reuil, une à Vernon, une à Évreux, mais ce qui est déjà un lourd travail. Et là encore, comme nous sommes toujours sur une évaluation à 1 an, je le redirai un peu plus tard, cela permettra aussi de regarder si ce dispositif-là est pertinent et s'il peut être étendu à d'autres copropriétés dégradées. Le taux d'effort, le deuxième critère, le taux d'effort. Et là, je vous dois dire que nous avons eu des félicitations d'un certain nombre de nos partenaires et notamment des bailleurs. Je vous rappelle que le taux d'effort logement était figé jusqu'ici à 30% des ressources pour l'attribution d'un logement, mais ne prévoyait aucune provision pour charge. Ce qui fait qu'il y avait une certaine latitude pour les bailleurs à calculer en fonction du prix du loyer, selon si ce loyer intégrait les charges de chauffage et d'eau ou ne les intégrait pas. Et donc, nous proposons aujourd'hui de rester à 30% pour un loyer brut où les charges sont totalement à la charge du locataire. Mais dans un certain nombre d'immeubles sociaux, le loyer a donc une provision pour charge comprenant chauffage et eau. Et donc, nous proposons de porter le taux d'effort à 40%, ce qui rend un peu d'équité par rapport à l'attribution de logement des uns et des autres. Nouveaux critères de mobilier d'équipement de première nécessité. Nous proposons donc de faciliter l'intégration dans un logement des publics isolés en prenant en charge l'achat du mobilier de première nécessité dans une limite de 500 €. Nous avons été salués en ça par la CAF et les services de l'État, puisque des dispositifs existent pour les familles, mais n'existaient pas pour les personnes isolées. Et nous pourrions engager sur l'année à venir des négociations pour ouvrir cet ensemble cette prestation à l'ensemble des familles en contrepartie d'une contribution financière de la CAF plus large. Actuellement, la CAF participant pour 61 000 € sur ce volet-là du FSH, sachant que la CAF fait elle-même des prêts ou des subventions à des familles
mais que justement l'intérêt serait sans doute de mutualiser cette aide et donc d'avoir plus de lisibilité, puisque ce sont globalement les mêmes familles que nous aidons de part et d'autre. Et donc il serait sans doute plus intéressant d'avoir cette lisibilité. L'aide spécifique aux jeunes, donc je n'y reviens pas, c'est une fiche action, elle concerne les jeunes de moins de 16 ans, et nous travaillons sur un statut hors droit commun, bien évidemment, pour la garantie de paiement de loyer, d'un dépôt de garantie et d'une aide spécifique complémentaire qui pourrait prendre la forme d'un secours ou d'un prêt destiné à sécuriser l'ensemble du parcours locatif du jeune. Cette prestation sera forcément dans le cadre d'un accompagnement contractualisé, soit avec les services du département, soit avec un accompagnateur assez logique comme la mission locale, par exemple. Ce sont les jeunes de moins de 26 ans et pas de 16 ans, comme vous venez de le dire. Pardon, excusez-moi, ma langue a fourché, parce qu'effectivement, c'est réservé aux 16-25 ans ou aux 18-25 ans, plutôt. Alors, sur les charges relatives sur les aides aux charges de copropriété. Donc, je vous l'ai dit, hein, il y en a 3. Je vous ai cité Vernon, je ne les vois pas, j'ai dû faire une erreur. Donc, Aubépine, Acacia, Évreux, Garancière, à Val-de-Reuil. Nous sommes là aussi en négociation en cours avec les services de la CAF et de la DDCS pour percevoir le solde de fonds d'aide aux accédants en difficulté, ce qui représente globalement une somme de 11 000 €, qui est encore géré par la CAF, mais qui n'a plus d'existence légale. 110 000. Je suis vraiment fatiguée, je suis désolée. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a des gens qui suivent et qui lisent bien mieux que moi, donc ça me rassure. Et ça, nous devons encore donc le partager autour d'un comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. C'est en cours, mais nous l'avons inscrit parce que nous souhaitons vraiment pouvoir le faire. L'aide au maintien des lieux, donc nous sommes dans la limite d'un plafond de 200 € et avec signature d'un nouveau bail lorsque celui-ci a été résilié par défaut d'assurance. Je vous rappelle qu'un défaut d'assurance permet la résiliation d'un bail et donc la capacité au bailleur d'expulser la personne. C'est quand même dommageable quand il s'agit parfois que d'une somme effectivement de 200 €. Et donc nous proposons de nous substituer dans ce cas-là. Et enfin, sur le volet énergie, nous avions un plafond de 305 €, ce qui, au regard de l'augmentation aujourd'hui de l'énergie et de l'augmentation des factures envoyées aux familles, rendait extrêmement difficile l'élaboration d'un plan d'appurement pour les familles, et nous ne pouvions venir qu'en petit complément. Donc nous proposons de porter le plafond à 600 € en prêt ou subvention, avec une possibilité de porter l'aide à 1 000 € si la situation sociale le justifie. 1 000 € étant plutôt dans le cadre d'un prêt que d'une subvention totalement accordée comme aide. Sur les autres règlements intérieurs, donc nous n'évoluons pas sur les autres aides pour l'instant. Et nous serons en mesure en fait de mettre en place le nouveau schéma d'attribution normalement en janvier 2013. Toutefois, il y a une exception sur les aides de l'ASE, puisque nous avons en fait, suite à une enquête faite par Carotage dans les aides ASE, nous avons fait le constat que nous sommes en fait souvent dans la substitution de l'ouverture de droit de d'autres structures. C'est-à-dire que vous avez les délais d'instruction et de carence de Pôle emploi, vous avez la difficulté peut-être de traitement des IJ longue durée de la CPAM, ou parfois un peu d'embouteillage à la CAF, ce qui fait que les gens se retrouvent sans ressources pendant plusieurs semaines. Et cela est compliqué pour eux, dans ce cas-là, effectivement, de pouvoir vivre tout simplement. Et donc, ce que nous proposons, c'est de mettre en place un dispositif d'avance ou de prêt, puisque sinon, nous sommes sur des bons alimentaires qui, pour le coup, là, ne nous sont remboursés par personne. Ce qui nous amène à la dernière partie de mon propos, à la gestion des prêts.
Ces différents règlements intérieurs vont ainsi permettre d'utiliser le prêt au lieu et place de secours. Nous sommes en négociation donc avec la CAF, la CPAM et Pôle emploi pour que, quand nous nous substituons dans l'avance par prêt aux ouvertures de droits de ces autres organismes, au moment où les droits sont ouverts pour la personne, nous puissions avoir le retour de cette avance que nous aurons fait. Et nous limiterons cependant cette attribution aux situations où le quotient social, donc je vous renvoie à l'unité de consommation, est supérieur à 230 € par personne dans la famille. Et donc, nous allons avoir une augmentation significative du nombre de prêts, notamment sur l'ASE. Il va donc être opportun de s'interroger sur la création d'une régie ou de l'externalisation de la gestion de prêts. C'est un dossier qu'il nous reste à boucler. Je rappelle simplement que l'efficacité de la gestion des prêts doit permettre au moins de recouvrir 80% des sommes appelées, résultat que nous obtenons dans le FSH aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose d'adopter ce nouveau règlement départemental d'aide sociale. Merci, Madame Léger. Vous avez pris un peu de temps, mais c'est vrai qu'il s'agit de dispositifs qui touchent aux situations de nos concitoyens les plus fragiles. Et en ce sens, c'est un dispositif qui est extrêmement important. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la commission 3. Monsieur Kettel, pour le compte administratif 2011, budget annexe des transports. Ah, c'est écrit Kettel, là. Alors, Monsieur Poletti. En essayant d'être bref, non que le dossier soit moins important que le précédent, mais le temps court et la salle se vide. D'accord, Président. Alors, les résultats des comptes administratifs 2011 du budget annexe des transports. Voilà. Là, oui, oh, c'est vrai, ça c'est plus net. Dans le compte administratif 2011 du budget annexe des transports, se traduit par quelques chiffres que je vous rappelais quand même. 36 000 élèves transportés, dont 8 000 inscrits directement auprès du service des transports, 730 élèves handicapés, ceci est par jour bien sûr, 650 circuits scolaires activés et le service sur le territoire de 43 AO2 qui ont leur importance, je crois, pour suivre en proximité le bon fonctionnement de ce service. Dont le compte administratif fait apparaître en fonctionnement un excédent de 194 439,68 €. Je vous laisse découvrir les recettes de fonctionnement qui ont permis cet excédent, ainsi que les dépenses. En investissement, nous avons poursuivi la mise en sécurisation des points d'arrêt, conformément au schéma directeur d'accessibilité que nous avons voté en 2009. Et nous avons un déficit de 7 288,42 €, ce qui nous permet de vous proposer le rapport qui se conclut par les résultats suivants. Une balance générale, bien sûr, de 26 251 691 014 € en dépenses et en recettes, qui nous permettent d'inclure le résultat de fonctionnement positif de 194 439,39,68 € et le déficit de 7 288,42 € précédemment énoncé. Et nous avons ainsi clos le compte administratif 2011 du budget annexe. Je ne vois pas de demande d'intervention. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions, merci. Ben, dans la foulée, vous passez au budget supplémentaire. Alors, le budget supplémentaire nous permet de constater une augmentation en dépenses et en recettes de 217 479,68 €, permettant de garantir l'équilibre de ce budget. Vous avez toute une série d'ajustements budgétaires entre différentes lignes, des recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 217 479,68 €, des dépenses d'investissement au même niveau, ce qui nous permet d'établir notre budget 2012 supplémentaire en ajoutant les 194 439,68 et en ventilant différentes dépenses et recettes et de l'établir avec un ajout de 217 479,68 au total en dépenses et en recettes à 28 652 600 €. Merci, Monsieur Poletti. Pour un total, j'ai oublié le total, pardon, excusez-moi, de 28 870 079,68. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Compte administratif du budget annexe du parc routier de l'Eure. Monsieur Kettel. Merci, Monsieur le Président. Un budget initial qui se décline de la manière suivante. 6 208 615,36 en dépenses, 6 98 819,19 en recettes. Un excédent de fonctionnement de 109 796. Des recettes composées de vente de marchandises, de travaux, de prestations de services pour 1 870 561 par exemple. Un résultat net global du compte de 14 189,63 €. Merci. Là, c'est net. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le budget supplémentaire du parc routier de l'Eure, toujours Monsieur Kettel. Un budget supplémentaire en dépenses de fonctionnement, 582 311,77 €. Des variations de stock, des dépenses d'investissement pour 172 230,74 €. Des recettes pour les mêmes montants. Merci. On ne va pas inventer, hein. Des oppositions, des abstentions. Alors nous passons au restaurant interadministratif. Un gros dossier, puisque nous sommes là dans des crédits votés en fonctionnement pour 52 001,69 € en 2011 et 72 000 € de recettes. Un compte administratif qui fait apparaître un déficit de fonctionnement de 7 513,90 €. Et en fonctionnement des crédits consommés à hauteur de 7 513,90 €, soit 15,67%. Un taux de réalisation légèrement inférieur à celui de l'année précédente, je tiens à le souligner. Enfin, en investissement, des crédits votés à hauteur de 5 700 €, je pense que c'est le pompon, dans la masse globale des budgets du Conseil général, qui ont permis, ça ne s'invente pas, l'acquisition d'un trancheur pour la somme de 1 530,10 €. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et qu'est-ce qu'on tranche pour 1 jambon. 510 €? Allez, roule. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Si, relativement rapidement, les déblocages de conventions, enfin, ce qui bloquait sur ces conventions est en train de se lever. Il s'agissait d'affaires sanitaires, si ma mémoire est bonne, et ces conventions devraient être signées bientôt, et nous devrions bientôt avoir les recettes. Non, mais j'ai suivi, et la même question était posée en commission des finances, c'est pour ça que j'ai la réponse. Bien, des oppositions, des abstentions, merci. Bien, le budget supplémentaire. Oui, tout à fait. Donc un budget initial 77 900 €, un budget supplémentaire, accrochez-vous, 1 530,10 €,
un budget global 79 430,10 €, le tout étant bien évidemment équilibré. C'est un deuxième trancheur. Non, c'est le report. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Et nous passons à la commission 4 avec le compte administratif 2011 du budget annexe de l'archéologie préventive. Monsieur Verdavoine. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être aussi succinct que mon collègue Bruno. Je rappelle que maintenant, l'archéologie préventive est de mieux en mieux repérée dans notre paysage départemental, avec son activité de diagnostic, ses performances dites modestes mais réelles dans le domaine concurrentiel, et surtout la poursuite des chantiers de fouilles. Le bilan d'activité montre la nécessité de renforcer l'équipe pour répondre justement à cette demande. Une possibilité, un stock d'opérations diagnostiques jusqu'en 2017 qui reste très croissant, et des activités de fouille aussi bien en interne qu'en externe. Le budget donc apparaît malgré tout excédentaire du fait de résultats antérieurs de fonctionnement reportés. Sinon, le budget de 2011, comme l'avait fait remarquer mon collègue Le Hongre, qui habituellement présente ce budget, est déficitaire de 94 000 €, mais ça n'est qu'une année comme ça. Les autres années seront bien meilleures. Merci, Monsieur Verdavoine. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Budget supplémentaire. Bien, le budget supplémentaire pour reporter cet excédent global cumulé de 146 996 € et 1 centime, donc qui se définit avec un déficit d'investissement de 23 954,71 et un excédent de fonctionnement de 170 950,72. Donc, on affecte en investissement, on inscrit la dépense, le déficit reporté de 23 954,71 et en recette, une affectation capitalisée pour un montant de 27 061 €, donc c'est-à-dire les 23 954,71 plus les 3 045,90 pour la couverture des restes à payer. Le fonctionnement, on affecte le solde de 143 950,11 €. Voilà. Merci. Oui, je rappelle 2 055 000 de budget global quand même. J'avais oublié de le dire. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur la remarque de Monsieur Le Hongre, d'ailleurs, sur le déficit 2011 pour le compte administratif, c'est lié au fait que sur le site de l'hôpital d'Évreux, en tout cas c'est lié en grande partie, la partie diagnostic est forfaitaire, mais bien évidemment, dès que nous aurons notification, et je crois que c'est le cas des travaux d'archéologie à proprement parler, on va retrouver les excédents. Monsieur, sur la commission 5, le compte administratif 2011 du budget annexe du réseau haut débit, Alfred Recourt. Tu veux appuyer sur ton bouton? Voilà, merci. Bien, le compte administratif 2011 s'établit en dépenses et en recettes par un équilibre réel grâce à la régularisation décidée lors d'une session précédente, ce qui nous permet de solder l'ensemble du déficit du budget annexe des années précédentes, et donc d'aboutir, comme vous le voyez en troisième colonne, à un résultat de 0. Pour le reste, chacun dispose du dossier, donc peut se faire sa religion. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3, 4, 5. Des abstentions? 2. Merci. Le budget supplémentaire 2012, budget annexe du réseau haut débit. C'est le budget annexe du réseau haut débit départemental. Donc sur
Autre chose que tout ce dont on a discuté ce matin s'explique en opération réelle, en fonctionnement, d'une part à hauteur de 3 533 000 euros et des centimes, et d'autre part un déficit reporté de la même somme, ce qui nous permettra de relancer le marché d'assistance pour le contrôle de la légalisation de services publics, avec une augmentation de 350 000 euros des charges d'intérêt. Quant aux recettes, elles sont augmentées de 2 900 985 euros. Elles se composent d'une augmentation des recettes de 30 000 euros, financement du SDAN par la région et l'État, et d'un complément de participation du département en provenance du budget principal de 2 870 985 euros, permettant l'équilibre de la section de fonctionnement, avec en investissement 2 500 985,88 euros par transfert, si je peux dire. Et donc les recettes réelles d'investissement qui se composent du résultat cumulé excédentaire de la section d'investissement de 2011 pour 3 133 680 euros sont également intégrés. Ce qui nous permet d'arriver à un budget supplémentaire 2012 de 2 900 000 euros au départ, augmenté du déficit reporté de 3 133 000 euros, pour un total de ces deux lignes de 6 millions et quelques mille euros, comme vous pouvez le découvrir sur le document, avec en recette 2 900 000 que j'ai évoqués et 3 133 000 de report, avec un total de 6 millions d'euros également, donc un budget équilibré au supplémentaire. Pour le reste, chacun fera sa religion. Merci, Monsieur Recourt. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc les mêmes. Est-ce qu'il y a des abstentions? Les mêmes également. Merci. Nous passons au laboratoire départemental d'analyse. Lionel Prévost. Oui, donc il y a le compte administratif 2011 du budget du laboratoire départemental d'analyse. Donc sur ce laboratoire départemental d'analyse, il y a eu 1 553 799,43 de dépenses de fonctionnement et 1 708 967,55 de recettes, donc un résultat de 155 168,12. En investissement, il y a eu donc 150 315,43, ce qui donne un résultat annuel d'1 704 114,86, avec des recettes d'1 708 967,55. Donc ce qui fait un résultat de 4 852,69, avec les résultats antérieurs de 352 638,10, qui fait un total de 350 490,79, qui va être reporté, bien sûr, sur la balance générale. Ce qui fait que sur le résultat global de 2011, donc nous avons un total de 278 019,86 de positif sur le compte administratif de l'exercice 2011. Merci, Monsieur Prévost. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Alors, le budget supplémentaire du laboratoire. Donc, le budget supplémentaire du laboratoire qui reprend, bien sûr, les chiffres que je viens de donner du compte administratif, qui s'équilibre en dépenses. Nous avions inscrit au budget 2012 en primitif 1 700 737. Nous y inscrivons en dépenses 483 868,84, ce qui fait qu'il portera l'ensemble du budget du laboratoire départemental d'analyse à 2 189 605,84. Donc une dépense supplémentaire prévue avec équilibré en dépenses et recettes de 483 868,84. Merci, Monsieur Prévost. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Alfred Recourt, pour la délégation des aides à la pierre de l'État. Et nous avions abordé ce sujet lors des deux dernières sessions du Conseil général, et nous étions acheminés vers un retrait du dispositif d'aide à la pierre délégué au département par l'État. Malgré un bilan globalement positif sur les 5 dernières années, mais plus précisément sur les 3 premières, avec une chute libre des possibilités de financement sur les 2 dernières années, ce qui était d'ailleurs le motif
de notre acheminement vers la sortie du dispositif. Les nouvelles dispositions concernant le logement de la part du nouveau gouvernement étant annoncées mais n'étant pas détaillées, je vous propose aujourd'hui, avec l'accord de la Commission, de payer, c'est-à-dire de poursuivre, pourvoir, et éventuellement de nous retirer du dispositif de l'aide à la pierre ultérieurement, si ce que nous voyons des annonces ne se produisait pas. Ce qui est peu probable. Tu dis? Ce qui est peu probable. Moi, je sais pas, en ce qui concerne l'argent, c'est que quand il est viré, que je considère que je l'ai, quoi. Donc, vous voyez le sens de la philosophie de ce que je suis en train de décrire. Ce qui veut dire qu'il vous est proposé aujourd'hui de prolonger pour 6 ans, mais en se donnant la possibilité d'y renoncer au bout d'1 an, sur la base du bilan de ce qui sera obtenu ou pas en matière de financement. Et donc remettre le dossier éventuellement l'année prochaine pour sortir à nouveau du dispositif. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement que de s'engager pour 6 ans avec cette clause suspensive au bout d'1 an. J'ajoute que le problème va d'autant plus s'alourdir que le GEA, le Grand Évry Agglomération, a décidé de sortir du dispositif en ce qui concerne le territoire de l'agglomération et que nous aurons donc à intégrer, sous réserve de considérations techniques, à intégrer le territoire de l'agglomération d'Évreux dans ce système délégué d'aide à la pierre au département de la part de l'État. Voilà, donc en résumé, on en reprend pour 6 ans avec une possibilité de sortie dans 1 an. Merci. Je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Avis du département sur le projet SAGE de l'Avre. Je pense... c'est moi qui rapporte. C'est toi qui rapporte? Oui, okay. En l'absence de Daniel Lehaut, qui a un problème de larynx et qui ne peut pas sortir un mot. Donc, qui est donc excusé. Ça doit être très dur pour lui. Oui. Voilà. Donc, c'est un dossier qui est connu aussi et qui a été aussi géré dans la commission, puisqu'il s'agit d'approuver le projet de SAGE de l'Avre, plutôt de valider le projet de SAGE de l'Avre tel qu'il a été adopté par la CLE, c'est-à-dire la Commission locale de l'eau, du 24 février dernier. La consultation des personnes publiques associées conduit le département associé à se prononcer sur ce document de gestion globale et concertée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, avec la détermination d'un certain nombre d'enjeux, plus précisément 8, je crois, de mémoire, c'est ça, oui. 1, faire émerger une maîtrise d'ouvrage adaptée. 2, gérer la rareté de la ressource en eau et améliorer 3, la qualité des eaux souterraines. 4, renaturer les milieux aquatiques. 5, améliorer la qualité des eaux superficielles. 6, préserver les zones humides. 7, limiter l'impact des inondations sur les populations. Et 8, limiter les phénomènes d'inondation. En conséquence, il vous est demandé aujourd'hui de rappeler que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, j'allais ajouter de l'humanité, et qu'elle constitue une très grande richesse locale. Soutenir aussi la mise en place d'une gestion équilibrée de cette ressource sur le bassin de Liton. Juger positivement le travail effectué par la commission locale depuis sa mise en place il y a 10 ans, donc c'est un bilan de travail de 10 ans sur le SAGE. De valider les enjeux et les objectifs que la CLE a retenus pour le territoire, de donner un avis favorable sur le projet de SAGE, ce que je vous ai déjà proposé, et d'encourager la CLE à poursuivre son action, notamment pour la création d'une structure de bassin qui viendra porter la mise en œuvre du SAGE. Voilà. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, donc l'avis sera favorable. Rapport d'information Observatoire de l'eau. Lionel. Donc effectivement, je vais tenter de suppléer Daniel Lehaut.
je ne le ferai pas certainement avec les connaissances qu'il possède sur ce sujet et ni le talent concernant cette présentation. Mais il n'empêche que cet observatoire est un élément important de la politique départementale de l'eau et c'est un rapport fort copieux puisqu'il analyse l'ensemble des politiques du département sur ces questions-là et je pense que c'est quelque chose de très fort pour nos collectivités. Donc je rappelle simplement que le Conseil général investit près de chaque année 10 millions d'euros auprès des collectivités en partenariat avec les acteurs économiques et bien sûr l'ensemble des territoires. Donc il s'agit là d'un outil important d'évaluation de nos politiques, mais aussi des politiques qui sont dans notre territoire et qui complètent bien sûr le rapport précédent, notamment sur les sages, que nous sommes investis dans les sages, nous sommes investis sur les syndicats d'eau et la restructuration des syndicats d'eau, sur les bassins versants, parce que c'est une question importante, l'érosion, les bassins versants, les rivières, nous nous sommes investis également dans ces politiques et nous avons aussi, bien sûr, nos politiques qui concernent l'assainissement non collectif, le suivi pour les collectivités de cet assainissement, les subventions qu'on y accorde, les indicateurs de tendance, l'assainissement collectif également dans l'heure. Vous voyez que c'est des sujets importants et nous apportons une assistance technique, notamment à travers l'équipe du SATES qui fait un travail remarquable de conseil auprès des collectivités dans ce domaine. Et bien sûr, on rappelle les missions des sages parce qu'on vient de présenter le sage de Liton, mais le Conseil général met à disposition aussi des techniciens pour élaborer les sages, notamment celui qui est en cours dans notre région, le sage de la Ride. Donc c'est un rapport très complet d'informations sur cette question de l'eau dans toute sa dimension dans ce département. Merci, M. Prévost. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Alors nous passons au rapport suivant, qui est la convention constitutive modificative du groupement d'intérêt public Seine-Aval. Là aussi, c'est Daniel qui devait rapporter sur ce rapport, qui est un rapport qui simplement vous propose de maintenir notre adhésion au groupement d'intérêt public Seine-Aval et également pour la même participation financière, c'était 19 056 € par an. Il y a simplement une modification dans la constitution de l'ensemble opérationnel. Mais il s'agit de la même subvention et de la même adhésion à ce groupement d'intérêt, qui fait d'ailleurs un excellent travail de recherche et de pilote sur l'estuaire. Merci. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Merci. Monsieur Christophe, bilan 2011 de la politique relative au milieu naturel. Merci, Monsieur le Président. Ça va être très rapide puisqu'il s'agit d'un bilan qui a été adopté à l'unanimité par la 5e commission et qui fait le point sur l'usage que nous faisons de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, puisque nous en percevons une partie. Cette année, nous avons perçu 742 000 € environ de cette taxe départementale et nous avons des dépenses pour 1 791 174 € qui concernent l'amélioration des connaissances du patrimoine naturel, la participation à la gestion des milieux naturels et des actions de sensibilisation dans l'environnement pour 169 000 € au passage. Mais c'est un bilan rapport d'étape et bien sûr, cette action continuera sur les années qui viennent. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors nous allons passer maintenant à la commission 1 avec les rapports 1 à 9 que nous propose Gérard Grimaud et qui sont tous les comptes de gestion des budgets annexes et budgets principaux. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas vous surprendre. Les rapports de 1 à 9 qui concernent les comptes de gestion montrent que le compte de gestion du payeur sont en parfaite concordance avec nos comptes en interne. Donc je vous propose de les voter. Je ne sais pas si vous souhaitez les voter un par un ou les voter en bloc. En bloc. Bon, alors,
au président de Nous allons, décider. alors, on va les voter en bloc, mais nous allons considérer pour les services juridiques que dans le rapport et dans le compte rendu, ils ont été évoqués Votés un par un. individuellement Oui, parce que tout à c'est fait. une obligation. Oui. Ils ont été votés à l'unanimité de la première commission. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc ils sont bien réputés avoir été votés individuellement, madame. Nous passons au compte administratif que devait rapporter Marcel Larmanou, mais je vais le remplacer. Alors, le compte administratif du budget principal. Les dépenses totales de l'exercice 2011 s'élèvent à 644 041 000, dont 68% en fonctionnement et 32% en investissement. Les recettes totales, 653 009 000, dont 75% en fonctionnement et 25% en investissement. Le résultat global cumulé est de 6 038 000. Il faut observer, et à ce propos, est-ce qu'il y a une correction qui a été mise sur table? D'accord. Page 61, le tableau sur les soldes intermédiaires de gestion n'est pas bon dans le document, on a dû vous en remettre un autre. Il faut observer un autofinancement, une épargne brute de 81,3 millions d'euros qui se transforme après remboursement des échéances en une épargne nette de 60 516 000 euros. On vous donne un focus sur les recettes et les recettes fiscales, puisqu'en 2011, le panier de recettes a été modifié. Et si l'on rétablit l'équivalence de périmètre, les recettes fiscales augmentent de 1,48%. S'agissant, je vais aller vite, mais je me tiens à votre disposition pour d'autres renseignements si vous le voulez. S'agissant de l'endettement, le président l'a évoqué ce matin, nous empruntons 5 millions de plus, nous remboursons 21 millions d'échéances de capital cette année, ce qui conduit à un désendettement de l'ordre de 16 millions d'euros. Voilà. Ce sont les éléments essentiels de ce compte administratif. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Sinon, je vous propose de le voter. Monsieur Bonamy. Je voudrais juste avoir une précision, mais qui est plus une précision technique, en comparant le fonctionnement sur ce budget, recettes de fonctionnement 2010 et 2011. Dans les produits des services, je trouve un écart. Alors, vérifier, je trouve un écart de 54,90% en moins. On était sur des produits de services en 2010 qui étaient de 2 800 000 et là on est à 1 293 000. Il y a sûrement une explication, mais si éventuellement vous pouvez me la donner, une explication hyper technique, j'imagine. Produits des services du domaine et des ventes. Effectivement, 54,90 de moins. D'accord. C'est la recette qui provenait du PRE, Plan régional pour l'emploi, que nous n'avons plus en 2011, simplement, puisque ça a été éteint. Et j'aurais une autre question, toujours dans le fonctionnement entre... mais ça peut s'expliquer entre ce qui est dénommé RMI entre l'année 2010 et le CA 2010 et le CA 2011. On retrouve moins 95%, mais d'un autre côté, sur le RSA, on retrouve en 2011 plus 4300%. Donc j'imagine que tout ça, ça a été réuni et que ça ne forme plus qu'un seul bloc. La réponse, elle est là? Ok, merci. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3, 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? 4. Merci. Alors, nous passons au rapport sur la gestion de la dette 2011.
que je recherche, mais ce que je vais dire de tête en attendant de le retrouver, nous avons un encours de dette qui est de l'ordre de 237 millions d'euros. Nous avons un encours de dette, une extinction possible de dette en 2,9 années, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui est extrêmement positif. Si l'on regarde la structure de la dette, elle est à 98% faite de taux fixes et de taux variables, donc de choses qui sont extrêmement sécurisantes. Et il y a en swap, donc en structuré, mais en structuré de façon très très théorique, 2%. Quand je dis en structuré de façon très très théorique, c'est un swap qui permet de passer de taux variable à taux fixe, donc un swap qui est classé dans les meilleures catégories Gisler. C'est presque pas un swap. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, je vous avoue que présenter ça me fait un peu plaisir, après avoir présenté lundi la structure de la dette de la ville d'Évreux, qui, à l'inverse, est encore structurée à 51%, avec des choses extrêmement toxiques, mais que nous avons récupérées en 2008, structurées à 92%, et qu'il a fallu désensibiliser, et sérieusement désensibiliser. Monsieur Bonelli. Encore une question un petit peu technique. J'ai toujours pas trouvé le rapport, donc je vais le chercher s'il y a une question technique. Vous parlez de la dette, vous parlez de la dette qui a effectivement baissé entre 2010 et 2011, puisqu'elle était à 253 855 en 2010, elle passe à 237 000. Par contre, juste une petite précision, les dépenses d'équipement ont diminué entre 2011 et 2010, puisqu'on était sur un pourcentage de 72% en 2010, on est passé à 67%. Oui, mais ça vous est expliqué dans le rapport, ça. Et ça vous est expliqué simplement dans le compte administratif. On a eu 2 reports de grosses opérations collège. Le report du collège de Verneuil-sur-Avre lié à un appel d'offres infructueux et le report du collège de Fleury-sur-Andelle lié à des problèmes d'archéologie. Donc évidemment, il y a eu, et ça explique le désendettement, bien certainement, il y a eu 2 gros dossiers qui n'ont pas abouti sur l'année 2011 et qui ont engendré beaucoup moins de dépenses. En revanche, si vous observez de près le compte administratif, vous verrez que sur les routes, nous sommes en augmentation. Sur les équipements transférés, nous sommes en augmentation de 2010 à 2011. D'accord. Donc ceci est l'explication à ma question. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Budget supplémentaire du budget principal. Là, c'est un budget supplémentaire qui reprend simplement les résultats du compte administratif, qui ajoute relativement peu de dépenses nouvelles, puisqu'elles sont de 5 152 854 en fonctionnement. Si vous référez ça au budget, on est sur un budget supplémentaire qui est de l'ordre de 1,2%. Avec essentiellement le chapitre avec essentiellement l'éducation pour 33 000 euros, les interventions économiques et l'action territoriale pour 2,8 millions, l'action sociale pour 1,7 million, l'entretien du patrimoine départemental pour 430 000 euros. Donc ce budget supplémentaire sera au total de 83 586 963 euros après la reprise des restes à réaliser et la couverture des investissements. Monsieur Kettel. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour me féliciter... Ah, je vous ai réveillé, les garçons, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. D'accord, ça va comme ça? Bien. Donc, je voulais juste me féliciter de l'augmentation substantielle des moyens accordés à la délégation aux investissements à travers ce budget supplémentaire. La capacité d'investissement est portée à 37 411 623 euros contre 35 322 euros prévus initialement.
Parce que je sais que ça intéresse tout le monde, je vais vous rappeler que le fonds de concours pour les opérations de l'État et la SAPN a évolué comme suit. Suite au retard pris par l'État et la SAPN sur les projets de déviation sud-ouest d'Évreux, les échangeurs A13 de Bourneville et Toutainville, ce sont 3 762 000 non utilisés qui sont redéployés. Les subventions d'assainissement en traverse sont abondées de 200 000 € compte tenu des nombreuses demandes que vous suscitez dans vos cantons respectifs. Les enveloppes consacrées au déclassement sont maintenues à hauteur de 500 000 €. S'agissant des axes départementaux structurants, alors que le budget primitif initial était de 6 550 000, celui-ci est abondé de 2 150 000 € pour notamment la déviation de Beuzeville et la réalisation du giratoire de la Pomme d'Or, la réalisation de la tranche 3 de la liaison Conches-Claville et l'aménagement du carrefour 313-75 à Saint-Aubas-sur-Gaillon. Enfin, s'agissant du réseau routier secondaire, le budget supplémentaire est abondé de 1 million € pour répondre aux demandes nombreuses. Sur le gros entretien et le renouvellement des couches de roulement, ce sont 1,8 million € qui viennent abonder les 5 millions initialement inscrits au budget. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez vous rendormir. Merci, Monsieur Kettel. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce budget supplémentaire? Des abstentions? Ah, et une opposition supplémentaire? D'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la présentation des autorisations de programme et crédits de paiement du budget supplémentaire 2012. Je ne vous donnerai pas le détail des modifications, vous en avez les tableaux. Simplement, nous vous demandons d'arrêter le montant total des autorisations de programme du budget principal à 921 263 699,74 €. Le montant total des autorisations d'engagement du budget principal à 8 298 679,51 €. Les autorisations de programme de budget annexe haut débit à 3 millions d'euros. Le montant total des autorisations de programme du budget annexe des transports à 1 055 446,62 € et le montant total des autorisations d'engagement du budget annexe des transports à 1 174 090,04 €. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Extension de la garantie d'emprunt Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Havre. Il s'agit d'un emprunt lié au pont de Tancarville et au pont de Normandie. L'extension de garantie, il y avait un accord de principe sur un emprunt. Simplement, la Chambre de commerce est en train de chercher à lancer des obligations, c'est-à-dire une autre modalité d'emprunt, et ils nous demandent si nous acceptons d'étendre la garantie que nous leur avions donnée à ces modalités-là. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'abstention, et je vous remercie. Reste la taxe sur la consommation finale d'électricité. Monsieur Grimaud. Je commencerai à rappeler simplement que notre Assemblée a décidé d'instaurer cette taxe départementale sur l'électricité au taux de 4% lors de sa séance plénière de juin 2006. Et qu'ensuite la loi dite NOM a modifié, à compter du 1er janvier 2011, cette taxe, puisqu'elle a institué une taxe sur la consommation finale d'électricité. Donc, nous devons à nouveau délibérer pour que ce taux soit applicable dès le 1er janvier de la prochaine année, c'est-à-dire 1er janvier 2013. Nous devons prendre cette décision et fixer le coefficient avant le 1er octobre 2012. C'est ce que nous vous proposons cet après-midi. Ce taux est actuellement de 4,06 et nous vous proposons de le passer en coefficient multiplicateur à 4,14 au 1er janvier 2013, c'est-à-dire une augmentation de 1,97%. Ce rapport a été adopté à l'unanimité de la Commission des finances. Merci. Il n'y a pas d'opposition. Deux oppositions. 3 oppositions. Des abstentions.
Je vous remercie. Monsieur Grimaud, toujours pour l'attribution de garantie départementale en faveur de l'association l'Arche. Oui, alors j'essaie de résumer en disant que l'association l'Arche a son siège social à Saint-Ouen-d'Athèse et qu'elle a 2 foyers occupationnels qui totalisent 35 places, 15 à Verneuil et 20 à Saint-Ouen. Elle a sollicité la garantie du département à hauteur de 50%, c'est-à-dire 3 170 000, d'un prêt de type phare, c'est-à-dire prêt habitat, amélioration, restructuration, extension, qui lui a été consenti par la Caisse d'épargne, la Caisse des dépôts et des consignations. Les 50% restants font l'objet d'un cautionnement bancaire. Le montant total du prêt pour cette opération est de 6 341 000. Il est destiné à financer le projet de regroupement des 2 foyers de Verneuil et de Saint-Ouen. L'opération totale coûtera 8 315 000, financée par 631 800 euros de fonds propres, 513 500 euros de subventions diverses et de l'emprunt de 7 100 000, dont 6 300 000 à la CDC. Il ressort que l'analyse financière réalisée par la direction financière amène à penser que nous sommes en face d'une situation d'une structure financière saine et équilibrée. Il vous est donc proposé et demandé d'accorder la garantie solidaire du département à hauteur de 50%, soit 3 170 000, consentie par la Caisse des dépôts et consignations, adoptée à l'unanimité de la première commission. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Rapport sur la modification du tableau des effectifs autorisés. Alors, le département compte 1 950 emplois permanents et 434 assistantes familiales. Nous vous proposons d'une part la création de 5 postes, un adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement à la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, 3 assistants socio-éducatifs à l'UTAS d'Évreux et un adjoint administratif de 2e classe à l'UTAS d'Évreux. Je précise que 4 de ces postes sont liés à la mise en place du projet Maya et qu'ils sont pour l'instant compensés par l'État. Projet Maya pour l'accueil des malades d'Alzheimer. L'effectif départemental sera donc, après notre vote, de 1 955 emplois permanents et 435 assistantes familiales. Il y a là-dedans des transformations de postes qui sont les transformations de postes liées bien sûr aux commissions administratives paritaires et à la promotion des personnels. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, le dernier rapport concerne la modification du taux des vacations lorsqu'il y a des activités qui ne nécessitent pas le recrutement de personnel, mais qui reposent sur des vacataires. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie et la séance est terminée.